Donc, bonjour à tous, ça commence officiellement, ça tourne là, la vidéo. Donc, je suis Antoine Mantière, je suis consultant de Bofi depuis 8 ans et je suis souvent sur des problématiques support production DevOps. Et la technologie Docker a un peu boosté ce métier. On va voir que ça apporte beaucoup de facilité pour tout ce qui est déploiement et supervision des applications. Donc n'hésitez pas à picorer pendant ce temps-là, parce que certains sont pressés, donc ça me dérange pas, hein, si vous voulez picorer, manger, partir avant. J'ai les slides, ceux qui veulent suivre peut-être sur papier, qui préfèrent, dites-moi. Peut-être là, peut-être que la direction ça les intéresse. N'hésitez pas aussi à m'interrompre, hein, moi je ne suis pas un spécialiste mondial de Docker, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, à me corriger. Voilà. Alors rapidement le sommaire, j'espère faire ça en environ 30 minutes. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez boire, manger pendant ce temps-là. Donc voici le sommaire. Donc, je vais parler de virtualisation. Donc comme je l'explique, je vais expliquer. Après je vais parler du logiciel Docker. Après, dans la partie donc avec un peu d'historique, quelques concepts théoriques, des démonstrations. Après, je parle un peu de l'écosystème Docker, donc tous les logiciels qui sont autour de Docker, qui sont en ce moment en pleine ébullition. Et en grande cadre des questions, voilà, peut-être qu'il y a aussi des gens qui veulent que j'apporte des points spécifiques, donc voilà, n'hésitez pas à participer. On y va? Tu peux tomber ensemble. Donc Docker, c'est un logiciel qui est assez récent puisque ça a été créé en 2013. Donc Algofi existait déjà, Docker n'existait pas. Et son intérêt principal, donc, c'est de déployer des applications facilement sous forme de conteneurs. Donc c'est pas un langage de programmation, c'est pas un langage graphique, c'est une espèce de process qui tourne en tâche de fond dans un ordinateur, principalement Linux, on le verra plus tard, et qui sert voilà, d'impacter des applications sous forme de conteneurs. Donc quand on parle de conteneurs, évidemment, on fait référence également aux conteneurs bien connus dans le transport maritime. On peut le voir dans la petite image du dessous, hein, que je ne sais pas si certains ont un passé de Docker ou de transport maritime. Voilà, mais on va voir beaucoup d'analogies avec les Docker dans le transport maritime. Et d'ailleurs, le logo officiel de Docker, vous voyez, c'est une petite baleine avec dessus quelques conteneurs. Voilà, donc gardez en tête, si ça s'appelle un conteneur, il y a beaucoup d'analogies avec le monde physique que je vais expliquer dans la slide suivante. Ah non, d'abord je vais faire un historique. Donc voilà, Docker, maintenant il y a la société Docker Incorporation, une société américaine. Donc c'était lancé en 2013. La version actuelle, c'est la 2019.3.2. Donc ils ont adapté un schéma de version année, mois et patch, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et c'est disponible sous forme de licence. Donc il y a la Docker Community Edition, donc la licence que j'utilisais principalement, donc qui est open source. Et une édition entreprise voilà, qui intéresse surtout les grands comptes, qui ajoute une couche de sécurité renforcée. Alors il y a beaucoup de mots-clés qui peut-être qui ne vous parlent pas. Déjà, avant de parler de mots-clés, la société Docker Inc., ce qui est intéressant, et un petit cocorico, c'est que c'est un des cofondateurs, c'est un ancien élève de l'EDITech, Solomon Hykes. Donc voilà, c'est une des rares entreprises créé par un Français au niveau d'intérêt mondial. C'est codé, le logiciel Docker est codé lui-même en langage Go. Donc le langage Go créé par Google au début des années 2010. Donc là j'ai mis que c'était open source. Donc open source, ça veut peut-être pas grand chose pour la plupart d'entre vous, mais sa traduction littérale c'est source, code source, open source, c'est-à-dire source ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui peut voir et modifier, contribuer au code source. Je vous propose de voir ça en 2 secondes. Hop là, non, c'était pas la bonne. Ok, bon, je vais cliquer sur le lien, on va cliquer sur le lien. Donc là, je vais vous montrer rapidement, en un clic de souris, voilà, là c'est le projet officiel du hébergé sur le site GitHub pour information, du code source
Docker, d'un jet Docker, et donc là, je peux me balader dans les différents fichiers. Vous voyez, un fichier .go. Et donc là, si vous êtes motivé, si vous voulez comprendre comment ça se passe, contribuer, allez-y, voilà, c'est du code Go. Moi, je connais pas le Go, donc je peux pas vous en parler, mais c'est assez populaire le langage Go. Il y a beaucoup de logiciels dans cet univers Docker qui sont créés en Go, on le verra plus tard. Mais le Go, c'est l'équivalent du C. Voilà. Par contre, j'ai perdu ma notion de zoom, là. Je suis désolé. Je vais rafraîchir mon écran, espérant que ça fonctionne. Non. Sur le côté, non? Voilà. Voilà, c'est des questions, n'hésitez pas. Oui, un petit point aussi. Je vais beaucoup mélanger, et vous entendrez beaucoup, deux mots-clés, Docker et container. Donc des fois on mélange un peu les deux. Mais pour les plus pointilleux, sachez que conteneur c'est le concept général et Docker c'est la société qui vend la solution de conteneur. Voilà. Donc, Docker, conteneur, par abus de langage, on considère que c'est un peu la même chose. Alors, voici je trouve ça intéressant de commencer par cela, un petit cas pratique que chacun d'entre nous a sûrement rencontré en mission. C'est on vous demande d'installer plusieurs applications sur un même serveur avec différentes dépendances, différentes logiciels tierces. Donc là, tout ça va être hébergé sur une même application. Donc par exemple, j'ai fait un petit schéma un peu plus clair. Voilà, donc c'est peut-être un peu plus résumé. Donc il y a 3 applications dans mon cas pratique. Et il y en a qui tournent sur Java, sur différentes versions, il y en a qui tournent sur Python, et il y a différentes bases de données. Donc moi, traditionnellement, ce que l'on fait, ou ce qu'on vous est amené à faire, c'est, ok, donc il faut que je télécharge MySQL 5.7, donc c'est parti, je vais dans Google, je vais sur le site de MySQL, vous êtes d'accord? Ou vous avez une technique différente? Je sais pas. Non? C'est ça, hein, traditionnellement, hein. On fait ça. Alors il me demande, attends, c'est quoi? C'est MySQL, donc là c'est un serveur Linux, hein, donc 5.7. Attends, c'est quelle version? Ok, donc je vais là, ok. Non, ok, donc vous galérez un petit peu. Alors moi, je vais faire un lien un peu plus qui est censé fonctionner. Non, toujours pas, je ne vais toujours pas faire. Donc vous voyez, vous tâtonnez un petit peu. Bon, MySQL, j'arrive pas à l'installer, j'arrive pas à trouver le lien. On va essayer d'installer Python 3.5. Donc pareil, je vais dans Google, j'installe Python. Bon, là, ça c'est ce que font les 90% des gens dans les entreprises, hein, même sur votre ordinateur. Hein. Alors, Python 3.5, je cherche, download 3.5, 3.5.7. Ah, bizarre. Donc là déjà, un premier danger, c'est que la version qu'on me demande, elle est des fois un peu floue. On ne sait pas si c'est 3.5.7, 3.5.6, 64 bits, 32 bits. Et donc on va voir que Docker, lui, il va figer complètement la version. Il n'y aura pas d'ambiguïté de ce côté-là. L'autre problème aussi, c'est qu'il faut installer 2 fois MySQL. Et des fois, quand vous installez le même logiciel avec 2 versions différentes, ça y a quelques points de friction. C'est pas possible, vous voyez, c'est délicat. Et donc là, Docker, si vous voulez, va étanchéifier tout cela assez simplement en encapsulant ces différents composants dans des machines virtuelles autonomes. Donc là, c'est un petit dessin de ma part qui casse pas 3 pattes à un canard, mais l'idée c'est que en fait, un conteneur, c'est un petit ordinateur, donc avec un système d'exploitation Linux qui est de taille réduite, et le composant PostgreSQL. Là, pareil, une image Docker MySQL 5.6, et là, pareil, un conteneur différent. Là, c'est un conteneur qui se base sur une image OpenJDK, donc pour faire du Java, Open Java Development Kit. Et voilà, donc chaque fois, il y a une espèce de notion aussi qui est intéressante, qu'on va voir pour la suite, de couches. Vous voyez, il y a un Unix, après il y a un JDK, et après il y a une autre application. Un système de couches, voilà. Un conteneur Docker, on le verra, c'est aussi une notion de couches, de layers. Et en fait, vous me dites, mais d'où ça vient là, cette histoire de Postgre 11.5? En fait, si vous voulez, il y a des images publiques qui existent, qui ont été créées par des gens, qu'on peut trouver sur Internet. Donc par exemple, si vous cherchez une image MySQL, il y a un site qui s'appelle Docker Hub.
donc ce qu'on appelle un repository en anglais, un répertoire de toutes les images publiques qui nous serviront, donc plutôt d'aller sur le site officiel de MySQL, on va sur le site un peu de Docker, qui sert un peu d'annuaire, et donc là on retrouve l'image officielle MySQL avec toutes les versions qu'il propose. Et donc ça, en spécifiant donc, le mot-clé MySQL et ce fameux tag, il va directement aller télécharger depuis Internet le logiciel. On va le voir en action. Et donc ça, si vous voulez, ça uniformise le développement. Est-ce que quelqu'un a un composant qu'il utilise au travail, qu'on souhaite chercher? Non, vous n'avez pas un composant Rocker, Shiny, mais c'est pas très populaire. Non, je sais pas, un langage de programmation. Quelqu'un fait du Node.js, je sais pas. Node.js, on peut taper Node. Donc, voilà, il y a tout un ensemble d'images. Voilà, Mongo, ceux qui ont assisté à la présentation de MongoDB, donc un composant Mongo. Et donc ces images sont à la fois publiées par des organismes publics et par des individus. Donc on peut voir quelques statistiques, le nombre de downloads, la popularité. On peut voir aussi le code source de l'image Docker, parce qu'évidemment tout est open source. Voilà, je ne vais pas trop loin non plus, mais c'est pour vous faire un peu sentir l'idée, c'est quoi là? C'est qu'on va chercher des composants depuis Internet, et dessus, des fois, on peut légèrement customiser l'image. J'ai une question. Oui. Par rapport à cette figure. Oui. Parce que là, on a 6 machines normalement. Donc c'est une seule machine, il y a 6 conteneurs. Donc tu as une machine et tu as 6 conteneurs. Tac, 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 tac. Mais pour chaque conteneur, on lance une instance de Linux, non? Donc chaque sur laquelle on installe. Donc si je fais un zoom sur un conteneur, donc un conteneur, là c'est ça. Et donc un conteneur, c'est 3 couches, ou plusieurs couches. Donc il y a l'Unix toujours, l'OS, Ubuntu, Red Hat. Là-dessus, tu mets MySQL, tu lances. Ou dans le cas du bas, tu as OpenJDK et ta petite couche personnalisée où tu mets ton code source. Ma question c'est au niveau des ressources utilisées. Ouais. Parce que si on lance tu peux contrôler la politique d'allocation de ressources de chaque conteneur. Tu dis, tu prends 10% du CPU, tu as le droit à 2 Go de RAM. C'est ta question. Parce que de base, si je ne fais pas plusieurs serveurs ou plusieurs machines pour avoir toutes ces installations, c'est une question de ressources à cause de ça que je ne le fais pas. Ouais, tu peux caper, comme on dit en bon français, tu peux limiter, allouer les ressources. En ligne de commande, tu peux dire que tu prends 10% du CPU, tu as le droit au maximum 500 Go de RAM. Voilà. Okay. C'est aussi l'intérêt. Donc là, j'essaie de faire vraiment une vue globale. Donc maintenant, on va essayer de se pencher sur quelques aspects. Donc je parlais de virtualisation, c'est vraiment le concept de Docker. Donc Docker se dit virtualisation légère. Donc là, moi-même, j'utilise une machine virtuelle. Donc ceux qui n'étaient pas là au début, je remonte. C'est je fais tourner un ordinateur, enfin un système d'exploitation Ubuntu, donc qui est une distribution Linux qui est ici, là, cette petite fenêtre que je vais bouger, dans un ordinateur sous Windows 10. Vous voyez, donc je pourrais lancer comme ça plusieurs, j'émule en fait plusieurs systèmes d'exploitation au sein d'une machine. Donc ça c'est très utilisé dans le monde de l'entreprise, avec des acteurs comme VMware, etc. Voilà. Les machines sont tellement puissantes qu'elles peuvent comme ça héberger plusieurs applications dans des machines virtuelles. L'avantage des machines virtuelles, c'est vraiment ce côté isolation, voilà, autonomie. Et Docker, en fait, a un peu bousculé ces choses-là en faisant une virtualisation très légère, avec notamment le côté très rapide à démarrer et très léger. Un conteneur Docker peut faire 100 mégaoctets. Ça vous paraît peut-être lourd, mais quand on considère qu'il y a à la fois un système d'exploitation et quelques briques, c'est assez intéressant. Et ça peut démarrer en quelques secondes. Donc voilà, donc Docker, virtualisation légère. Est-ce qu'il assure aussi la montée en charge? Ouais. Enfin, il y aura des logiciels qui font ça, on va voir, autour de Docker. Donc il y a quelques concepts intéressants. Il y a le concept de machine hot. Donc la machine hot, dans mon cas, c'est Windows 10, c'est celle qui héberge les conteneurs ou les machines virtuelles. Une notion d'environnement isolé, donc machine virtuelle égale isolation. Une notion d'hyperviseur pour gérer les machines virtuelles. Donc dans mon cas, c'est le logiciel Docker. Dans d'autres cas, c'est l'hypervisor VMware, Z, KVM, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, très bien. Très bonne initiative, manger, clignoter. Ouais, je trouve quelques lieux intéressants. J'ai toujours du mal avec ma souris. C'est un article sur le site de Docker. Mais là, il explique un petit peu les différences. View image, voilà. Là, on voit mieux.
Donc là, la différence entre une structure machine virtuelle classique et machine virtuelle sous Docker. Donc à droite, c'est le modèle traditionnel, avec, si vous voulez, des systèmes d'exploitation complets, c'est cette grosse brique-là, donc ça fait plusieurs gigaoctets, et votre application ABC qu'on retrouve, ABC, et le fameux composant hypervisor. Et Docker, si vous voulez, allège la couche, notamment operating system, qui est ici, et si vous voulez, il y a un micro operating system. Donc en gros, ça allège vraiment la... Je ne vais pas rentrer trop dans les concepts, et c'est vraiment voilà, virtualisation légère. Vous poserez des questions si vous voulez après. Vous connaissez un petit peu les VMware? Ça vous évoque quelques mots, quelque chose? VirtualBox, non? VirtualBox, ouais, tout à fait, c'est ce que j'utilise en ce moment même. Ah oui, la petite définition que j'ai mis, voilà, c'est faire tourner des ordinateurs dans un autre ordinateur. Voilà, c'est ma définition personnelle qui est un peu légère. Donc, je réinsiste, les avantages de Docker par rapport aux machines virtuelles, légèreté, démarrage rapide, jetable, et on verra aussi configurable, hein, c'est-à-dire qu'on peut le configurer, le conteneur. Bon. Donc, comme j'en parlais au début, il y a une analogie avec le monde réel, le monde maritime. Donc, un conteneur, quand vous voyez sur un port, comme on le voit dans la miniature de gauche, les dimensions sont normées. Donc, et votre conteneur, vous pouvez le transporter sur un train, sur un navire, sur un camion, c'est le même conteneur. Et comme il est normé, toutes les installations sont prévues pour. Donc, c'est-à-dire que dans le monde de l'informatique, votre conteneur qui contient une application Java ou Python ou PHP, l'équipe de production, elle s'en fiche, elle manipule le conteneur. Et donc, elle n'a pas besoin de savoir, attends, c'est du Java, ok, donc il y a cette précaution-là, il faut installer ça avant, non, voilà. Un conteneur aussi, comme on peut le voir dans la miniature de droite, quand vous transportez notamment un conteneur frigorifique, il faut l'alimenter durant le trajet en électricité et en gaz éventuellement. Enfin, voilà. Donc il y a aussi un conteneur communique avec la machine hôte. Donc on va voir qu'elle va pouvoir partager des fichiers avec la machine hôte et éventuellement exposer aussi des ports pour accéder au service. Et il y a notamment aussi une notion importante, c'est que les conteneurs peuvent communiquer entre eux à travers des réseaux privés. Donc voilà, avec l'analogie du monde maritime. D'ailleurs, c'est marrant parce que tous les logiciels autour de Docker ont un rapport avec le monde maritime, donc ils ont tout un nom VRE en rapport avec ce milieu-là. Une autre manière de voir un conteneur Docker, là, plutôt que de voir cette chose-là, c'est on peut considérer comme un gros fichier zip avec tout ce qu'il faut dedans. Voilà. Tiens, boum, un fichier zip, t'as pas besoin de... Non, tu le prends, tu dézippes et ça marche. Voilà, il n'y a pas de temps, il faut que j'aille récupérer ça sur Internet, il faut que je change le fichier bidule, non, voilà, c'est censé, hop, tu poses, tu démarres, c'est parti. Comportement standard. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc on est dans la partie démonstration, donc j'ai un exercice assez simple. Donc je vais essayer de télécharger, de démarrer une image Docker correspondant à une base de données MySQL 8. Donc là, comme je l'ai montré un peu rapidement la dernière fois, en fait, ce que va faire ma commande, c'est qu'elle va aller récupérer la fameuse image MySQL 8.0.17, dont je peux voir la taille 123 mégaoctets, ce qui est assez réduit. L'OS Linux, architecture AMD64. Bon, je ne vais pas aller trop loin, mais on peut les voir la définition pour les plus curieux ou les plus sceptiques. Les définitions, donc c'est un langage, ce qu'on appelle un Dockerfile, je vais revenir rapidement dessus. Voilà, donc toute la définition de comment il récupère, comment il construit l'image. Donc il y a des instructions, etc. C'est assez intéressant. Alors, comme le temps file, j'ai pas non plus. Donc là, je vais juste prendre la commande. Donc, excusez-moi, elle est un peu longue, on va mieux la voir quand je vais lancer ce qu'on appelle un terminal, hein, c'est beaucoup utilisé par les informaticiens, notamment en production, c'est qu'on lance des commandes en ligne de commande. Donc voici la syntaxe qui est assez simple. Docker, c'est le programme, run, donc démarrer. Je publie sur les ports 3306, donc ça c'est pour accéder au service depuis l'extérieur. Je lui donne un nom, et je lui donne des variables d'environnement, donc dans mon cas précis, c'est un mot de passe root, et le nom de mon image. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir qu'il va les télécharger depuis Internet, et après il va démarrer le conteneur.
C'est lui qui télécharge. Voilà, unable to find image, voilà, donc il ne trouve pas l'image en local. Hop, il va pouler, donc télécharger depuis Internet. Là, il l'a téléchargé. Alors, vous allez me dire, c'est rapide, parce qu'effectivement, je l'avais chargé en cache. On va chercher une autre image après. Donc là, voilà, il est en train de démarrer l'image. Donc on voit ce qu'on appelle les logs. Et bim, voilà, votre base de données est quasiment prête. Et démarrer. Et donc derrière, bon, c'est ce qui figure en arrière-plan là, on ne va peut-être pas les faire parce que le temps file, mais on pourrait jouer quelques commandes, créer des bases de données, créer des commandes SQL, etc. Donc c'est vraiment pour l'utilisateur comme s'il avait une application normale. Hein. Il n'y a vraiment aucun impact pour l'utilisateur. Hop, donc je vais l'arrêter. Ouf, donc c'est jetable, hein, j'arrête, je peux le démarrer, je peux le tuer. Il m'embête. Alors, on va démarrer on va faire un docker run MySQL en version 8.0.11, c'est un au hasard. On va faire 5.7.24, on va dire ce que ça donne ça. Donc il ne la trouve pas en mode local, voilà. Là on voit bien qu'il va télécharger sur internet, vous voyez, downloading, et donc il le fait en parallèle, il va télécharger depuis internet cette fameuse image, donc avec différentes couches, donc chaque couche voilà, correspond, il y en a une dizaine de couches, voilà, il télécharge toutes les couches en parallèle et après il les assemble, et ça fait une image Docker. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus long parce que là je l'ai pas en local. Et voilà, donc voilà, il extra, donc c'est vraiment comme il va chercher différentes couches, il les assemble, et donc ça, évidemment, c'est que le cache est vide. Mais si je relancerais le même Docker, la même image avec la même version, le cache serait déjà rempli, donc le démarrage serait quasiment instantané. Donc là, l'image, elle doit faire environ 200 mégaoctets, pour vous donner une idée. Voilà. Donc là, j'ai oublié de mettre un mot de passe, donc il n'a pas voulu démarrer. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ah, si, je peux vous montrer un petit Docker TS, donc ça vous donne un peu toutes les images qui tournent. Voilà, donc il y a plein de commandes comme ça pour voir qu'est-ce qui tourne. Tac, j'ai deux images parce qu'il y a à la fois le MySQL 8.0.17 que j'ai lancé il y a quelques secondes et ma présentation Speed Learning qui est elle-même hébergée sur Docker. Bon, je suis désolé, je suis un peu rapide, mais il y a beaucoup de concepts. Donc j'en ai évoqué brièvement, c'est comment on construit une image Docker. Donc Docker, il y a un peu des idées. Soit je prends une image préconçue comme MySQL qui convient parfaitement, donc en une ligne de commande je la lance. Soit j'ai mon code de mon application Java, Python, Go, PHP que je dois lancer. Donc dans ce cas-là, je prends une image depuis Internet qui est même composée de plusieurs couches et j'ajoute ma couche à moi, mon code source Java, et hop, ça fait une image Docker. Donc pour cela, pour faire cette fameuse fonction, on écrit ce qu'on appelle des Dockerfiles. Donc là, c'est voilà, une Dockerfile qui est complète. Donc c'est 6 lignes. Donc je récupère une image de base, donc Python 374. Je copie mon code source. Je lui mets un répertoire de travail, donc /app. Je fais l'installation des dépendances Python avec pip install. J'expose le port 5000. Et pour lancer le conteneur par défaut, ça exécute la commande Python avec le fichier Python. Vous le voir en action ou pas ou... Bon, c'est pas très intéressant. J'ai mieux à vous proposer. Voilà, donc comme j'ai dit, pour récupérer les images public Docker, c'est ce site, updocker.com. Il y a des images à la fois gratuites et privées, et payantes, mais la plupart des images que je vous présente sont gratuites. Alors, Docker pour les développeurs, quels sont les avantages? Donc, bon là je vais te résumer quelques avantages. Contrôle total des différentes librairies utilisées. Donc voilà, donc dans votre Docker, vous contrôlez exactement les versions que vous souhaitez. Donc si vous voulez MySQL 5.6.22 et pas 5.6.21, ben, l'avantage c'est en utilisant Docker, vous n'avez pas ce problème-là. Parce qu'en informatique, il y a une notion d'environnement de développement, environnement de production. Donc c'est deux machines distinctes, à la fois pour le développement et pour la production. Et des fois, il y a des différences de versions, de composants, d'architecture. Et c'est vrai que Docker essaie de niveler cette différence en prenant un composant, un conteneur Docker que l'on peut transporter dans différents environnements.
Donc c'est ce qui figure dans le point 2. Donc là, il y a moins de risque de bugs parce qu'effectivement, on se rapproche, les environnements on utilise le même notion de conteneur. Dans le point 3, ce que je vais montrer, c'est qu'on peut tester avec une version d'un logiciel temporairement différente. Donc voilà, pour s'assurer que mon application est compatible assez facilement avec MySQL 5.6.22, aussi avec 5.6.21, 5.6.23. Vous voyez, il suffit de juste changer le numéro de version. Et par rapport aux machines virtuelles classiques, c'est plus léger et plus rapide à démarrer. Donc c'est également intéressant pour les équipes de production, donc ça fait moins d'efforts pour maintenir les applications parce que le comportement est assez standard. Donc pour démarrer, c'est Docker Run, pour stopper, c'est Docker Stop. Donc il n'y a pas à connaître la spécificité de l'application. Attends, c'est une application Java, donc il faut d'abord que je fasse ça avec tel compte. Non, vous voyez, c'est vraiment uniformisé. J'ai les conteneurs, je les mets dans mon serveur, je démarre, j'arrête, etc. Donc c'est vraiment voilà, uniformisé, harmonisé. C'est ce qui figure dans le point 2. Donc ce côté boîte noire, donc j'ai pas besoin de savoir que c'est du Java, d'installer Java au préalable, d'installer Python. Attention, il y a un conflit parce que j'ai Python 2, là il faut Python 3. Donc voilà, donc il y a ce côté isolation, côté hermétique. Bon. Alors j'ai effectivement un point que j'ai un petit peu caché, c'est que Docker, c'est principalement dans le monde Linux. Pour ça d'ailleurs j'ai dû utiliser une machine virtuelle sous Linux, parce que 95% des usages se font sous Linux. Mais Docker est compatible Windows. C'est encore à l'état empirique, donc c'est disponible depuis Windows 10 ou Windows Server 2016. Pour ceux qui veulent jouer avec, on peut également, donc j'ai mis on peut tester sous Docker avec Windows et Mac et Linux. Oui. Pourquoi j'ai pas bien installé ça? J'ai Windows 7. Bah tu peux quand même. Tu vas installer. On a quand même essayé. Hein. Non, en fait, là, ce que j'aimerais expliquer, c'est que Docker est nativement compatible avec Windows 10 ou Windows Server 2016, mais c'est compatible avec Windows XP peut-être. J'ai essayé, j'ai abandonné. Parce qu'en fait, on en parlera après, mais c'est possible. Ok. C'est possible. Tu vas émuler en fait un serveur Linux. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, bon, quand même considérer que Docker c'est l'environnement Linux à majorité. Alors, Docker n'a pas que des avantages. Sinon, on parlerait que de Docker à longueur de journée. Donc, voici les inconvénients que j'ai notés. Donc, il y a un petit coup sur la performance, comme c'est virtuel. Voilà, donc c'est beaucoup moins rapide que les applications installées nativement, qu'on appelle dans le milieu bare metal. Ce que vous installez la plupart du temps, hein, c'est avec l'installeur. C'est une petite couche de virtualisation qui amène une petite pénalité. Il y a aussi quelques problèmes pour tout ce qui est stockage de données persistantes. Voilà, donc il y a encore quelques soucis. Hein, donc c'est une technologie qui est assez récente de Docker, donc c'est des fois pas simple à gérer. Notamment les données peuvent disparaître si vous avez mal configuré votre conteneur, quand vous stockez votre conteneur. Donc voilà, il y a quelques précautions à avoir. Il y a aussi pas mal de polémiques sur la sécurité, la vulnérabilité des images que l'on récupère sur le site Docker. Des fois, voilà, les images que l'on récupère ont elles-mêmes des vulnérabilités. Donc il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Aussi, malheureusement, vous avez pu voir, c'est pas très graphique. Donc on ne supporte pas d'application graphique. Je ne peux pas mettre Chrome dans Docker. Vous voyez, il n'y a pas cette notion-là. C'est uniquement des composants serveurs. Et le support de Windows natif est un peu limité. Mais pour Windows, je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs Windows parmi vous, mais en fait, Microsoft est en train de mettre ses composants compatibles Linux. Je pense au langage C# et même à la base de données SQL Server. Donc ça peut tourner sur Linux, du coup ça peut s'embarquer dans un conteneur Docker Linux. Même si ça reste encore un peu expérimental. Voilà. Donc là, on s'approche de la fin de l'implantation. Donc là, je vais partir sur la partie autour de Docker. Donc là, Docker, voilà, c'est l'engin qui fait tourner les conteneurs. Mais voilà, vous mettez un conteneur, deux conteneurs, trois conteneurs. Au bout d'un moment, ça devient compliqué à gérer. Donc il y a cette notion d'orchestration de conteneurs. Donc c'est l'idée de... J'ai pas oublié une partie on va voir plus tard. Ah si, c'était ça après. Donc c'est pour gérer des conteneurs, des centaines de conteneurs. Ça devient compliqué. Donc il y a des logiciels
dont je vais parler par la suite, qui permettent de gérer facilement cette interface graphique avec des comportements par défaut. Donc je redémarre un conteneur s'il est tombé, etc. S'il y a une charge massive, j'en démarre plusieurs, etc. Qui permettent de gérer plus facilement votre centaine, vos milliers de conteneurs. On va dire des centaines déjà, c'est pas mal. Alors la première technique qui a été inventée s'appelle le Docker Compose. Donc en fait on décrit dans un fichier au format YAML, c'est une syntaxe un peu particulière, voilà, on met la liste des images. Donc là, bon, c'est marrant à faire. Là, je vais vous démarrer dans ce cas précis, c'est un petit exemple sur le CMS, donc le logiciel de blogging WordPress. Donc là, je trouve ça intéressant de vous montrer. Donc comment démarrer un WordPress. Donc un WordPress, c'est 2 conteneurs. Il y a un conteneur à la fois pour le site WordPress en PHP lui-même et une base de données MySQL. Donc en fait, donc là j'ai un petit langage, on verra mieux là. Donc je décris en fait, voilà, j'ai 2 services, une base de données et le composant WordPress qui est écrit en PHP, je n'ai pas besoin de le savoir, mais voilà l'image que j'ai récupérée depuis Internet, c'est WordPress PHP 7.3, quelques variables d'environnement, et elle va communiquer avec MySQL 5.7. Donc voilà, elles sont reliées. Donc pour la démarrer, rien de plus simple. Donc là, c'est dans le cas, je veux démarrer plusieurs conteneurs qui sont reliés entre eux. Donc là, si je quitte ce fichier, voilà, qui décrit au format YAML mon composant, j'ai une seule instruction à taper, docker compose up. Et là, même principe, il va chercher sur Internet les différentes images. C'est parti. Donc voilà, donc ça va durer une vingtaine de secondes au premier lancement. Au second lancement, ça sera beaucoup plus rapide parce que ça sera directement en cache. Ah, peut-être que ça va être suffisamment rapide. Des questions pendant ce temps-là? Donc il y a 2 images, une image MySQL classique et alors c'est ce que je vais faire, je vais mettre au-dessus le résultat. Voilà. Donc une notion de volume, de stratégie de démarrage. Donc là je fais un restart always, donc même quand ça va cracher pour une raison X ou Y, ça va essayer de redémarrer. Donc il y a plusieurs politiques comme ça de... Même là, je peux mettre une politique d'allocation de ressources, CPU 10%, ou tu as le droit qu'à 2 nœuds sur le CPU, ou 10% de RAM, bah, donc on peut aussi, bien sûr, paramétrer son composant. Là, il y a aussi une notion d'environnement. Donc, vous voyez, je peux mettre des variables. Donc, là, vous voyez des mots de passe, des noms de bases de données. Donc, tout ça, c'est pour paramétrer votre conteneur. Donc là, il télécharge environ 200 mégaoctets. J'ai un petit peu avancé quand même parce que le temps passe. Donc une autre solution pour gérer plusieurs conteneurs à la fois, qui fait beaucoup de bruit dans l'industrie de la tech, c'est le logiciel Kubernetes, qui a été légué par Docker en 2014. Donc c'est la même idée que Docker Compose, mais c'est à une échelle, c'est toujours gérer, synchroniser différents conteneurs, mais une échelle plus industrielle. Donc c'est en plein développement, il y a beaucoup d'entreprises qui contribuent, tous les géants de la tech contribuent à ce projet open source. Et toujours dans l'idée d'automatiser et de gérer des centaines, des milliers de conteneurs. Donc voilà, j'ai mis quelques petites notes intéressantes. Donc le nom Kubernetes, ça vient du grec ancien, qui veut dire gouverneur, et on retrouve aussi dans le mot cybernétique. Vous voyez, le logo, c'est un gouvernail, donc toujours dans l'idée du transport maritime. Alors, ça commence un petit peu à apparaître chez vos clients, dans vos missions, mais ça reste encore un peu expérimental. Hein. C'est quand même... c'est pas encore tout de suite que vous verrez du Kubernetes dans vos missions, mais dans une dizaine d'années, on en reparlera.
Donc là, je vois que mon WordPress est disponible, donc je vais pouvoir vous le montrer rapidement. Hop. Donc je l'ai exposé sur le port 8001 par défaut. Et pim, voilà, c'est parti, je peux installer mon WordPress. Vous voyez, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Hein. Hop, j'installe mon WordPress. Donc là, il communique avec la base de données. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut un username. Ouais, donc c'est vraiment, voilà, vous voyez, c'est transparent. Bon, j'ai rapidement arrêté, mais juste pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, ce que c'est, donc c'est un logiciel de blogging qui est très connu. Et donc, vous voyez, il m'a créé un site pour bloguer en 1 minute, et voilà, c'est parti. Là, j'ai mon site de blogging. Voilà, voilà. Donc là, j'ai les informations, et je peux le stopper. Et donc, je vois bien les différents conteneurs. Avant du stockage base de données, par exemple, si le conteneur plante et redémarre, tu ne perds pas des données. Alors, il y a 2 stratégies. Soit tu laisses gérer ces données à l'interne, donc si tu stoppes le conteneur, tu gardes les données, mais si tu le supprimes, tu perds tes données. Et tu peux aussi gérer tes données séparées sur un disque que tu connais, un dossier à toi, et donc tu lui dis, monte tel volume, tu fais un montage des volumes. Voilà. Donc là, tu ne perds pas tes données. Tu as 2 stratégies. Donc là, j'ai redémarré, donc là, je retrouverai mes données. En fait, s'il le fait en interne, il va stocker ses données dans le dossier var, lib, docker, et il va donner, voilà, il va les stocker là-dedans, par défaut. Mais tu peux effectivement lui dire, non, je veux que tu fasses un montage sur tel dossier vers tel dossier. Voici pour Kubernetes. Je ne peux pas en parler beaucoup, ça ferait même l'objet d'un speed learning à part entière. Mais si vous ouvrez un magazine spécialisé, vous tomberez forcément sur Kubernetes. Quelques mots rapides sur le cloud computing. Donc, le cloud computing, l'idée c'est d'envoyer ces données un peu pas trop où, on ne sait pas trop où. C'est ce côté aussi flexible hein, du cloud. Donc, on ne gère pas son cluster, son ordinateur nous-mêmes, on l'envoie à distance. Il y a un des géants du cloud. Donc il y a différentes offres qui correspondent. Donc il y a ce côté, il y a un service de container as a service chez les grands géants de la tech et aussi des offres sur Kubernetes que j'ai mis donc Amazon, Google, Azure, Red Hat, chacun ont leur offre de Kubernetes. Mais vous pouvez aussi commander une machine dans le cloud classique et installer le logiciel Docker et installer vos conteneurs. Donc Docker se convient bien parce que comme c'est une espèce de boîte qu'on peut transposer d'un ordinateur à un autre, vous développez votre conteneur en local et vous l'envoyez à distance et c'est censé marcher à l'identique. Alors, Docker dans le secteur bancaire. Bon, sachez que oui, ça arrive doucement. Donc un produit qui est plutôt jeune, hein, donc créé en 2013. Hein. Alors, pour donner un ordre d'idée, Linux s'est créé en 1991, les bases de données traditionnelles SQL s'étaient créées dans les années 80. Vous voyez, donc il y a quand même une génération qui les sépare. Hein. Donc ça arrive dans les grandes boîtes, que ça prenne toute la maturité nécessaire. Mais c'est de plus en plus populaire, donc notamment pour les développeurs, l'état de prototypage, c'est assez pratique, comme j'ai essayé de vous le montrer, et ça vient timidement aussi pour être utilisé en production, notamment dans le cloud computing. Et la tendance qui va arriver, je pense, à long terme, à moyen terme, c'est Kubernetes. C'est-à-dire que maintenant les conteneurs seront poussés dans un cluster Kubernetes. Voilà, ça on en reparlera dans quelques années. Par contre, les petites boîtes, par contre, c'est peut-être plus enclin à prendre cette technologie. Mais pour l'instant, ça reste un peu frileux dans les grands comptes. Voilà, donc ça se touche à sa fin. Donc, essayez Docker. Documentation en ligne voilà, abondante. Il y a plein de tutoriels en ligne, c'est gratuit, ça s'installe en quelques clics. Et dans 10 ans, ce sera la norme, je pense, dans l'utilisation des serveurs de production. Alors, ceux qui veulent aller plus loin, des choses que je n'ai pas abordées, qui font aussi l'objet d'un speed learning à part entière, c'est la notion de microservices.
microservices. Donc chaque petit service qu'on rend va être sous forme de conteneurs. Donc il va y avoir des centaines de conteneurs qui vont chacun avoir un rôle autonome et qui vont communiquer entre eux. Donc l'idée d'avoir un composant autonome plus facile à maintenir. Donc cette notion de microservice aussi qui fait beaucoup le buzz dans notre industrie. Et une chose qui est intéressante, c'est les 12 facteurs. Donc ce sont les meilleures pratiques pour mettre en place une architecture informatique. Voilà. Sacha fait des speed learning dessus, c'est ça? Non. Non, mais ça pourrait faire l'objet d'un speed learning à candidature, où les plus curieux peuvent aller regarder sur Internet. Mais, je ne vais pas rentrer plus loin parce que c'est super intéressant, mais je n'ai pas le temps de rentrer plus loin. Mais si tu es intéressé par explorer le sujet, n'hésite pas. Voilà, messieurs, dames. Bon appétit, c'est des questions.